Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Des écoutes inspirantes qui accompagnent le changement des consciences. Bonjour, je suis Céline Basset, cofondatrice de l'association BI de Bonheur Factory. Partager, écouter, transmettre la connaissance et les expériences a toujours été une grande source d'enseignement, car je suis convaincue que c'est à partir de là que peuvent naître de grands changements. Dans cette vision qui m'anime, je vous livre mes précieux échanges auprès de personnes qui m'inspirent. S'il y a bien un podcast qui me tenait également à cœur de réaliser, c'est cette interview avec Patricia Daré. Nous nous connaissons un peu maintenant, mais je suis sûre qu'au moment de l'enregistrement de cette interview, elle ne mesure pas à quel point un de ses livres a pu créer en moi un tel changement de perception. C'était en 2013. Je vivais alors de grands bouleversements personnels et son livre, Les Lumières de l'Invisible, s'est imposé à moi. Et c'est peu dire lorsque j'emploie le verbe « imposer ». Avant de l'acheter, il ne se passait pas une journée sans qu'il me fasse signe de toutes les manières qu'il soit. J'ouvrais un magazine et je tombais sur un article à propos de ce livre. J'allumais la radio et je tombais sur une interview de Patricia au sujet de ce livre. Et sans oublier ma fille cadette, alors âgée de 12 ans, qui en écoutant d'une oreille l'interview de la radio me dit « Tu vas l'acheter ce livre, hein maman ?» Le message était clair. Et en effet, lorsque je l'ai refermé, après avoir lu les dernières pages, j'ai eu la sensation de l'avoir lu en 5 minutes, et c'est à partir de là que ma façon de voir la vie avait changé. C'est une sensation difficile à expliquer car elle peut être différente pour chacun. Pour moi, c'est comme si un voile s'était levé. Je me souviens de cette sensation de regarder le vide autour de moi et de ressentir que le vide n'existait pas. Je faisais l'expérience de l'éveil de conscience, lorsque l'on ressent et découvre que le monde est bien plus grand, comme si une part de soi se souvenait. De quoi ? Eh bien, je venais de comprendre qu'il fallait maintenant le découvrir. Pourquoi ce livre devait-il créer en moi cet éveil de ma conscience ? Probablement parce que j'étais reliée avec mon papa, qui était parti trop tôt d'une crise cardiaque lorsque j'avais 33 ans, 10 années plus tôt. J'ai eu beaucoup de mal à accepter son départ, et lorsqu'en 2013, je vivais tant de tourments personnels, je ressentais sa présence, et aussi incroyable que cela puisse paraître, son aide matérielle aussi. Je me dis souvent que c'est lui qui m'a guidée vers ce livre, Les Lumières de l'Invisible, car de là où il se trouvait, il ne pouvait que me guider vers ce phare qui allait éclairer mon chemin. Qui mieux que Patricia Daré sait parler de ces mystères après la mort ? Pas d'une façon effrayante et sérieuse à la manière de certains médiums, non. Patricia parle de cela avec beaucoup d'humour, tout en ayant beaucoup de justesse dans ses propos. Des messages empreints de sagesse qui lui sont bien souvent transmis par ses guides de l'autre côté et qui lui communiquent des messages pour aider les humains à évoluer dans l'énergie du cœur. En rédigeant cette introduction, je réalise une fois de plus combien nous avons besoin des uns et des autres dans notre évolution. N'est-il pas formidable de découvrir toutes ces connexions qui peuvent créer des rencontres transformatrices, des métamorphoses, des opportunités d'évolution. D'ailleurs, je tenais aussi à remercier mon amie Sylvie. C'est elle qui m'a permis de rencontrer Patricia Daré afin que notre association BI organise et propose tous ces rendez-vous avec elle, dont ce podcast que j'ai tant de plaisir à vous proposer. Merci d'avoir accepté notre invitation, Patricia. Mais je suis ravie d'être là et je pense que je vais y revenir assez souvent. Merci, c'est vrai que ça fait la deuxième fois puisqu'on fait ce podcast au lendemain de notre deuxième conférence organisée par notre association BI de Bonheur Factory. Et donc à chaque fois, on vous fait venir dans le sud de la France à notre rencontre et c'est vraiment formidable. Alors je vais commencer par vous demander de nous éclairer justement sur la médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité au juste et comment avez-vous compris que vous aviez justement ces capacités ?
Alors, si on parle de médiumnité aujourd'hui, je dirais que tout le monde est médium, tout le monde se prétend médium, tout le monde, dès qu'il a un petit souffle dans le cou ou dans un courant d'air, dit « je suis médium, j'ai ressenti quelque chose ». Médiumnité, c'est précis. C'est pas juste une sensation. Avoir de l'hypersensibilité et des sensations, ça veut dire être humain. Être médium, c'est un petit peu autre chose. Être médium, c'est avoir la capacité d'être en contact avec des esprits qui ne vivent plus sur notre plan, de les voir ou de les entendre et de communiquer avec eux. C'est simple. Donc quand on me dit « pensez-vous que je suis médium ?» je dis « parlez-vous avec les morts ?» Non, alors vous n'êtes pas forcément médium. C'est clair et net. Il n'y a pas d'autre définition. Je ne parle pas de voyance, je ne parle pas de tirage de cartes, je parle de médiumnité. La voyante est une intermédiaire aussi entre les cartes et son client, j'allais dire, ou son consultant. Mais la médiumnité, c'est vraiment quelque chose qui s'impose à vous, que vous ne choisissez pas, qui ne choisit pas ni son moment, qu'on ne peut pas programmer. Si je m'installe aujourd'hui là, avec vous Céline, et que je dis on va essayer de communiquer avec quelqu'un de votre famille, ne croyez pas que les gens de votre famille vont arriver en disant coucou. C'est comme si ce soir à 23h, je vous appelle, quoique vous allez me répondre, je vous réveille et je vous dis, bon, voyons-nous maintenant pour discuter de projets. Non, chaque temps est particulier, les morts ont également un planning, on ne peut pas les déranger n'importe quand, ils ne peuvent pas parler avec tout le monde, c'est une histoire de fréquence, de possibilités, d'autorisation, donc ça ne s'impose pas. On ne peut pas programmer un contact médiumnique, quoi qu'on en dise aujourd'hui. Parce qu'on me dit, mais si, moi j'ai des contacts toute la journée. Non, c'est faux. C'est faux. En revanche, on peut avoir la sensation d'avoir des contacts et les créer avec son inconscient, les créer avec son mental. Ça, c'est tout à fait possible, mais ce ne sont pas des vrais contacts médiumniques. Le médium est celui qui parle avec des entités d'autres plans, qui les voit, qui les ressent, qui est capable d'établir une communication. Voilà ce que c'est que la médiumnité. Après toutes les définitions que l'on entend, tous les gens qui se disent médiums parce qu'ils ont la main qui tremble ou la tête qui tourne, c'est pas de la médiumnité, c'est de l'hypersensibilité, ça n'a rien à voir. Alors justement, expliquez un petit peu pour resituer les choses, qu'est-ce qui se passe justement quand on meurt en fait ? Donc ces esprits, comment ça se fait qu'on peut encore parler avec des esprits ? Comment on parle également, parce que vous accompagnez également des esprits à aller plus loin dans la lumière. Qu'est-ce qui se passe un petit peu ? Alors, on ne quitte pas son caractère quand on meurt. On a la sensation, et beaucoup de gens pensent, que les gens de leur famille, quand ils meurent, deviennent des petits anges ailés qui vivent sur un nuage en jouant de la cithare. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, on reste ce qu'on est. On est ce qu'on est. Alors, on n'a peut-être même plus la même incarnation, mais qu'importe de l'enveloppe, parce que l'enveloppe ne compte pas. Nous, on se reconnaît parce que nous sommes dans un corps de chair reconnaissable, mais on se reconnaît aussi après, même si on n'est pas dans la même matière, la même matérialisation. Donc, on part avec son caractère. On est d'abord une personnalité, une âme avec toutes ses mémoires, toutes ses vies, toutes ses expériences, et son caractère établi. On a son caractère. Le caractère aussi est défini en fonction des expériences. Il y a des gens qui ont un caractère parce que ce sont des vieilles âmes, donc ils ont un caractère un petit peu plus policé, un petit peu plus calme, un petit peu plus moins égotiste, j'allais dire. Puis d'autres qui ont un caractère un petit peu plus bouillonnant parce qu'ils sont encore en train d'expériencer des choses. Ils ont beaucoup d'expériences à faire. Donc ils en sont à un chemin qui est encore long à accomplir. Donc on part avec son caractère. Alors, d'après ce que je sais, parce que je ne me souviens pas quand je suis morte la dernière fois, j'ai pas encore de souvenir, mais on quitte le corps. Pour beaucoup, il y a cette surprise de quitter son corps et de se dire « Ah ben mince alors, je ne suis plus dedans. Je suis à côté, mais je ne suis pas encore partie. » Il y en a beaucoup qui restent à côté du corps. Dans les expériences de mort imminente, on a ces témoignages-là. Donc, alors, l'expérience de mort imminente, ils reviennent. Mais certains meurent, ne reviendront pas, mais se trouvent à côté du corps. Certains ne se rendent même pas compte qu'ils ont quitté le corps. Ils sont tellement focalisés sur leur vie matérielle qu'ils ne voient même pas le corps à côté. Vous savez, le regard que l'on a sur la vie, c'est la manière dont on la considère. Si on considère que sa vie, c'est son travail, on va être focalisé sur son travail. Si on considère que sa vie, c'est son conjoint ou sa conjointe, on va être focalisé sur l'autre. Si on considère que sa vie, c'est ses bijoux ou l'argent qu'on a mis à la banque, on va être focalisé là-dessus. Mais donc, on est tout de suite happé par la considération qui prime dans sa vie. Il y a des gens qui meurent, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts parce qu'ils sont focalisés sur leur travail. Et ils n'ont de cesse de retourner au bureau.
Ils retournent au bureau, mais ils se rendent compte, ils vont prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Soit que la place, que les gens ne les voient pas, soit que la place est déjà occupée par quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai eu des défunts qui m'ont dit, ils m'ont remplacé. Vous vous rendez compte? Je vais travailler, ils m'ont remplacé. Oui. Sauf qu'il s'est passé quelque chose entre deux, mais il faut leur faire prendre conscience que quelque chose s'est passé, souvent. Ils n'ont pas pris conscience. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tête dans le guidon. C'est pour ça que je dis toujours, il est important de prendre de la distance, d'avoir du détachement et prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Parce que le recul et le détachement, ça permet de remettre les choses à leur place. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans leur incarnation et dans leur vie parce qu'ils ont focalisé sur le travail, on leur a fait miroiter que le travail était la priorité de leur vie. Il n'y a pas de priorité de vie. La vie, c'est fait de tout. Nous sommes pluriels, nous sommes polymorphes, nous sommes faits de toutes sortes de choses. Il faut juste prendre de la distance et du recul. Les défunts qui meurent avec du recul, souvent, partent plus vite parce qu'ils ont compris. Prendre du recul, c'est comprendre qu'ils Ils ont compris leur expérience sur Terre. Donc ils partent très vite. Et puis, souvent, on ne peut pas généraliser. Je parle de cas que j'ai observés. Il y a des gens qui parlent très très vite, tout de suite, et puis d'autres qui restent un peu étonnés, un peu abasourdis en disant « alors c'est bon, alors c'est vrai, je suis mort ». Alors quand on dit « il part très vite », c'est-à-dire qu'il part dans la lumière. Voilà. Happés. Ils sont happés par quelque chose. Oui, ils sont happés par une porte qui s'est ouverte et qui leur dit « c'est par ici ». Et donc les autres esprits qui n'ont pas cette conscience-là restent sur un plan. Sont surpris. Souvent, c'est une histoire d'ouverture et de conscience. Hein. Je dis, c'est vraiment une histoire de prise de conscience et d'ouverture d'esprit. Les gens qui restent ne sont pas forcément des gens qui ont fait du mal, des gens qui sont mauvais, des gens qui ne croient pas au l'au-delà, c'est pas ça. C'est des gens qui ont une conscience trop angoissée, trop hantée par des problèmes matériels ou par la routine de leur vie. Alors ils vont passer un certain temps à se dire « mince alors ». Mais comment je vais faire? Je suis pas là, donc il va essayer de prévenir les gens, ils vont retourner à la maison. J'expliquais hier dans la conférence que le Moyen-Âge avait toujours peur, avec ses morts, de les voir revenir à la maison. On n'avait pas peur qu'ils ne partent pas au paradis, on avait peur qu'ils rentrent à la maison. Et qu'ils hantent les maisons. Qu'ils hantent les lieux. C'était la peur de la hantise. Hein. Donc le Moyen-Âge a tout fait pour que les morts ne reviennent pas nous hanter. Eh bien, eux reviennent à la maison et ils vont essayer de prévenir, mais je suis là. Ouh, je suis là, et personne ne les entend. Donc c'est assez terrible, jusqu'à ce qu'ils captent une fréquence. Donc celle des médiums notamment. Voilà, ils ont un petit GPS interne qui va les amener sur une médium ou un médium qui va les capter. Et ils vont dire « Ouh, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je vais même vous dire qu'une nuit, j'ai été réveillée par un défunt. Ça, je m'en souviendrai toujours. Il me réveille et je vois cet homme qui me dit « Excusez-moi, c'est par ici ?» Mais c'était tellement énorme. Et ça a duré juste ça. C'est par ici. Et je dis oui. Et hop, il disparaît. C'est juste pour dire, est-ce que c'est par ici que je dois aller? Donc le mot médium porte bien son nom. C'est être un intermédiaire. C'est par là. Alors, c'est tout simple. Hein. Quand on me dit comment je peux guider les défunts vers la lumière, c'est juste leur dire, c'est par ici. Suivez la lumière, suivez le guide, hein, suivez la porte, suivez la flèche. C'est tout simple. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de passeurs d'âme, passeuses d'âme. Il y a toute une mode, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je dis blablabla en ce moment. Excusez-moi, je vais être pas un peu rebelle. Blablabla. Je suis passeuse d'âme, je suis passeur d'âme. Ça ne veut rien dire. Puisque faire passer des gens, tout le monde peut le faire. Quand on a la sensation que quelqu'un... des fois, parfois, on a la sensation que quelqu'un n'est pas en paix. Alors on dit, vas-y, suis la lumière. Tu vas l'apercevoir. Eh bien, bizarrement, l'autre l'aperçoit. Juste besoin d'une voix d'amour qui guide. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça? On envoie de l'amour. Et donc on guide. L'amour guide. Même pas besoin de mots, pas besoin de prière. L'amour guide. C'est une énergie dont on a besoin. Elle est puissante. C'est la plus puissante qui existe. Et donc on les guide. Ils partent de l'autre côté.
Et de l'autre côté, alors chacun raconte sa mort, son passage de façon différente. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y en a qui sont reçus immédiatement par la famille, les grandes embrassades, tout le monde est là, on retrouve, oh mais tante Linette, oncle Georges, oh, l'arrière-grand-mère est même là et elle a rajeuni bizarrement parce qu'on rajeunit de l'autre côté en plus. On est moins vieux qu'ici et on est plus en forme puisque voilà, on est en pleine santé. Donc c'est le grand bonheur. Et à chaque fois je dis, est-ce que vous êtes heureux? On me dit, tu peux pas imaginer. On m'a dit, tu peux pas imaginer ce que c'est bien ici, comme c'est bien ici. Tu peux pas imaginer. Et je pense qu'on ne peut pas imaginer. Puis il y a d'autres qui vont errer un peu, qu'on va voir repasser en disant, bon, vous êtes sûr que c'est par ici? Alors c'est ceux qui ont toujours douté dans leur existence. Ceux qui n'ont jamais pris de décision, qui ont toujours tergiversé 20 ans pour prendre une décision, pour faire des choix. Vous êtes sûr que c'est par ici? Oui, d'accord. Mais vous êtes sûr qu'il ne m'arrivera rien si voilà. Donc on retrouve le caractère de l'autre. Vous retrouvez le caractère. Et puis, alors après, dans l'autre catégorie, il y a ceux qui ne veulent pas passer ou qui ne peuvent pas passer. Ils sont retenus par leur culpabilité, même si elle n'est pas du tout justifiée. Se sentir coupable, c'est une manière aussi d'être retenu ici. Ou le manque de pardon de quelqu'un de la famille. Parce que quand on passe de l'autre côté, on a besoin d'être pardonné. C'est quelque chose qui est nécessaire pour passer. Si quelqu'un vous en veut, ou si quelqu'un ne vous pardonne pas dans votre entourage, il va vous coincer. D'ailleurs, c'est un sujet que vous abordez dans un de vos livres, mes rendez-vous avec Walter Hofer. Absolument. Ils sont coincés. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est demander pardon. Est-ce que je voudrais demander pardon? Alors quand je transmets, moi, médium, votre défunt demande à être pardonné. Oui, mais il est pardonné depuis longtemps. Non. Il demanderait de pardonner, ça veut dire qu'il n'est pas pardonné. Mais si, je lui pardonne. Non. Vous vous débarrassez, vous ne lui pardonnez pas, vous êtes en train de vous débarrasser en disant je m'en fous. Non, il vous demande à être pardonné vraiment pour ce qu'il a fait. Donc il vous demande d'y penser, de réfléchir. Le jour où vous lui aurez pardonné, il sera libéré. Ça marche comme ça. Parce que le pardon est non seulement un lien entre nous et le bourreau, ou nous et la victime, mais c'est aussi une porte qui est fermée. Et c'est aussi la clé que l'on va sortir pour ouvrir la porte. Donc il faut bien se rendre compte qu'énergétiquement, tout cela est très très fort. D'ailleurs, dans vos échanges dans ce livre, vous évoquez également l'importance que le pardon puisse aussi se faire de notre vivant et qu'il a encore énormément plus d'impact sur les personnes, mais également sur la descendance et sur les ancêtres et sur les vies antérieures. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'il soit mort ou vivant. Alors que s'il est vivant, c'est encore mieux, parce que chacun peut jouir vraiment de l'énergie du pardon. Mais s'il est mort, sachez que vous le faites passer, vous le faites grandir. Pardonner à un défunt, c'est le faire grandir. C'est lui permettre d'accéder à un palier. Beaucoup de gens qui ont été des bourreaux, qui ont été des assassins aujourd'hui errent, n'osent même pas demander pardon. Ils n'osent plus. Ils se sentent rejetés dans des limbes infectes. Et quelquefois, ils sont sur notre plan terrestre et ils errent, continuent de errer. Et pour s'occuper, ils cherchent de l'énergie chez les vivants. Que fait un défunt qui erre ici? Il y a deux sortes de défunts. Il y a les défunts qui ne sont pas partis et qui errent, qui vont chercher des sources énergétiques pour survivre. Bon, des sources énergétiques négatives, souvent pas même. Forcément, mais des sources énergétiques pour vivre. C'est-à-dire que ça va être les plantes de la maison, les animaux de compagnie. La nuit, quand vous dormez, on va venir vous secouer un tout petit peu en disant « Ouh, elle est là ». Voilà, on va puiser l'énergie. Vous vous levez le matin, vous avez une grosse fatigue parce qu'on vous a puisé toute l'énergie toute la nuit. Ça, ce sont les gens qui sont bloqués sur notre plan terrestre. Et puis, il y a ceux qui partent et puis qui reviennent. Ceux qui partent de l'autre côté, donc qui ouvrent la porte de lumière et qui viennent nous faire des petits coucous pour nous dire « tout va bien, je pense à toi ». Tout va bien, on est connectés. Alors ceux-là, ils vont vous provoquer des petites synchronicités, ils vont vous faire lire des choses, vous faire entendre des choses, vous faire sentir des parfums. Voilà, ça c'est les défunts positifs ou qui viennent vous aider, qui viennent vous donner des petits messages, des choses que vous allez capter, ressentir, des bouffées de bien-être. Et vous allez penser à eux, en même temps que vous allez ressentir une bouffée de bien-être. Un petit oiseau qui va cogner à la fenêtre, vous allez penser à quelqu'un. Voilà, c'est lui qui vous l'envoie. Ça, c'est les défunts positifs. Puis il y a les défunts qui sont les fantômes. Moi, j'appelle les fantômes ceux qui ne vous voient même pas.
ceux qui errent dans leur routine et dans leur parcours parfaitement symétrique depuis des centaines d'années, parce qu'ils tournent en boucle. Ils font comme les vivants qui tournent en boucle dans leur tête. Vous savez, les radoteurs. Radotent. Je connais comme ça, moi je connais des... J'espère que je ne suis pas trop comme ça, mais je connais des vieilles dames qui radotent, qui me racontent toujours la même histoire. Et qui me disent « Oh, mais tu sais, moi, en 42, ce qui m'est arrivé... » Oui, alors là, on repart tous les jours dans la même histoire. Ben, le fantôme, il fait pareil. Il repart tous les jours dans sa même histoire. Alors lui, c'est une histoire tragique, c'est pour ça qu'il est resté là. Il est là, et il refait, avec sa tragédie dans la tête, son parcours, parce qu'il ne peut pas s'en libérer, il n'y arrive pas. Et c'est possible de les libérer ou des... Ouais. On peut œuvrer, mais généralement, on me dit que le fantôme ne partira que lorsque il l'aura décidé quelque part, il faut qu'il prenne conscience. Quand on me dit nettoyage de maison, attention, nettoyage de maison, ça aussi c'est comme passeur d'âme. Je nettoie les maisons. Alors je fais abracadabra, choup, choup, et hop, il n'y a plus rien. Bon, je dis d'accord, mais sauf que vous avez remisé tout le monde dans le cagibi, et que dès que vous allez avoir le dos tourné, ils vont tous ressortir. Parce que c'est ça ce qui se passe. Hein. C'est ça, tout le monde revient, hein, à moindre occasion, hop, tout le monde rapplique. On passe l'eau de Javel, ça sent mauvais, tout le monde va dans le grenier. Et dès que l'eau de Javel s'est évaporée, tout le monde revient. C'est exactement ça. Faire partir, déjà, il faut qu'on en ait l'autorisation. Est-ce qu'on peut faire partir sans autorisation? Quand j'arrive dans une maison qui est peuplée, il faut d'abord comprendre pourquoi elle est peuplée. Est-ce qu'il y a dans la maison, j'appelle ça un vortex, c'est-à-dire un passage créé par des sources et des champs électromagnétiques qui provoquent ce passage d'entités nombreuses? Est-ce qu'il y a une histoire? Une autoroute, quoi, en fait, une forme d'autoroute. Oui, voilà. Il y a des autoroutes dans les maisons, et puis il y a aussi des histoires, il faut que je comprenne l'histoire. Les maisons sont des mémoires, donc il faut comprendre l'histoire. Et je trouve qu'il est un peu fort de café d'arriver dans une maison et de dire « Allez, nettoyage !» Psh, 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 psh. Je dis « Attendez, mais vous êtes qui pour faire ça? Vous empruntez la maison ? Il y en a d'autres qui l'emprunteront après vous, mais le lieu, lui, il a son histoire. Donc il faut le comprendre, il faut le respecter, et on n'arrive pas comme des colons sur un territoire en chassant tous les habitants. Donc du coup, c'est souvent en lien justement avec cette notion de pardon, en fait, parce que peut-être qu'un fantôme qui erre a besoin aussi... De se pardonner. Ouais. Souvent, c'est lui de se pardonner et de pardonner ou d'être pardonné. Et c'est souvent en lien avec le pardon, avec la compréhension et la reconnaissance d'une injustice qu'il a subie. Parce que souvent, par exemple, j'ai en souvenir une femme sans tête qui se montrait dans une maison, très agréable de voir passer des gens sans tête, dans une maison. Cette femme sans tête, habillée avec des habits Renaissance, avait chassé déjà des ouvriers qui étaient en train de retaper la maison, qui ont tous fui, qui n'ont pas voulu revenir sur le chantier, évidemment. Parce que quand vous êtes en train de mettre de l'enduit et que vous voyez passer une femme sans tête derrière vous, c'est quand même pas très agréable. Et là, ce qu'il faut, c'est comprendre. Elle a été décapitée, elle a été guillotinée, elle ne veut pas montrer sa tête. Pourquoi elle n'a pas de tête? C'est pas forcément qu'elle a été guillotinée, c'est est-ce qu'elle désire ne pas montrer son visage? Il faut comprendre l'histoire. C'est de la psychanalyse, on est à deux doigts de la psychanalyse. Elle serait tout à fait en mesure de remettre sa tête, c'est sûr, puisqu'on choisit l'apparent, enfin ils choisissent les esprits. Pourquoi choisit-elle de ne pas montrer sa tête? Et il faut chercher, et c'est toujours, je le dis sans cesse dans mes bouquins, une investigation. C'est pas un geste magique. C'est une investigation. Pourquoi? Comment? Qui es-tu? Que veux-tu? Qui suis-je pour me permettre de? Comment je peux aider ou comment je dois m'effacer? On ne peut pas toujours aider. Il y a des gens qui veulent aider tout le temps. Je vais aider, je vais pour les... Non. On est aussi en devoir de s'effacer. Tout ne passe pas par nous, et heureusement. Et donc, comprendre l'histoire, intervenir ou pas, peut-être pas. C'est peut-être pas à nous d'intervenir. Et discerner, en fait, c'est le discernement qui joue dans ces histoires de maison. C'est vraiment intéressant de vous entendre, Patricia, parce que vous étiez journaliste avant, et donc c'est ça que j'ai toujours beaucoup aimé dans vos livres et dans votre dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez une vraie approche de journaliste. Vous investiguez, enfin vous faites une recherche, vous vraiment, et c'est une approche de vrai journaliste, c'est un peu ce qu'ils font. Je pense que c'est essentiel. Parce que je suis un peu outrée de voir les explications... Des raccourcis. Mais des raccourcis, mais ridicules, grotesques, bafouillés, bâclés, sur des explications qu'on peut appliquer à tous les dieux. Mais non. C'est pas comme ça que ça marche. S'il y a des histoires qui vous amènent à d'autres histoires, qui vous amènent à d'autres histoires, il faut étudier une maison sur le plan énergétique, en radiesthésie,
le plan subtil, avec les esprits, qui sont-ils, d'où viennent-ils, pourquoi ils sont là, comprendre, est-ce qu'on doit intervenir ou pas, comment peut-on intervenir, quel est le meilleur moyen d'intervenir. Et c'est pour ça que je dis à des gens qui me disent ma maison est hantée, on vient d'habiter une maison qui a des esprits, etc. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un mail de quelqu'un, je ne sais pas si cette personne écoutera peut-être, me dit nous avons acheté une jolie maison, les enfants ne peuvent pas dormir, ils voient des ombres partout, et nous avons des tas de phénomènes paranormaux. Nous avons appris que la maison est construite sur un champ de bataille. Première chose, déménager. Mais absolument, ne croyez pas que le champ de bataille va devenir un champ de roses pour vous. Mais on ne construit pas une maison sur un champ de bataille. On n'habite pas un champ de bataille. Faites attention quand vous achetez une maison, même si elle est jolie avec des petites fleurs aux fenêtres, faites attention, regardez le terrain avant. Sur quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? Sur quoi était-elle bâtie? Les plus belles demeures peuvent devenir des horribles antres aux loups, et des maisons moyennes peuvent être des repères paradisiaques. Ne vous fiez pas toujours à l'aspect, fiez-vous à l'énergie. C'est l'énergie qui dicte. Si la maison est habitable ou pas, mais un champ de bataille, on ne peut pas. Personne ne pourra jamais purger un champ de bataille, puisque la bataille a toujours lieu, elle est enregistrée, les mémoires sont là, et il y a plein de morts sur les champs de bataille, il y a plein de gens qui errent, qui n'arrivent pas à trouver la paix, qui n'ont pas compris qu'ils sont morts, qui continuent de partir. Si vous allez, y a un lieu comme ça aux États-Unis, les guerres de sécession, c'est Gettysburg, où il y a eu la plus grande bataille avec 50 000 morts, entre les confédérés et les unionistes. Et aujourd'hui encore, on voit des confédérés qui se baladent, fusillent beaucoup de gens, des fantômes de confédérés marcher dans les forêts, les voient marcher, habillés, et continuent de errer. Donc, aller construire une villa sur un champ de bataille comme ça, pas possible. Et dire, allez, venez, vous allez nettoyer ça. Mais non. Et c'est dans cette société, nous sommes dans une société, on ne sommes plus dans la société des spirites du 19e siècle, animée par un catholicisme qui nous donnait quand même des repères. Je parle de religion en général. La religion, on aime ou on n'aime pas. Mais une religion, que ce soit l'islam, tel qu'on l'entend, je ne parle pas de l'islamisme, d'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme, que ce soit même la philosophie bouddhiste, ça donne des repères. Donc on était dans une société française au 19e qui était pleine de repères, on les a perdus, on les a remplacés par du New Age, qui nous fait faire n'importe quoi. S'il faut perdre le catholicisme pour le remplacer par une philosophie américaine à 2 balles, moi je suis contre, je préfère garder le catholicisme, parce que je suis sûre qu'il est fondé sur un bon sens que n'a pas le New Age. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyons pragmatiques, ne soyons pas dans une société de consumérisme en disant « j'ai demandé, je veux maintenant ». J'ai une maison sur un champ de bataille, venez me la nettoyer. Non. J'ai les outils, j'ai fait une formation. Voilà, j'ai fait une formation pendant 2 week-ends, je suis un super hypnothérapeute. Non. Non. Je dis non. Et maintenant, je dis non. Avant, j'étais polie, je disais oui, bon, enfin, il faut voir. Maintenant, je dis non, arrêtons. Arrêtons le massacre. Arrêtons des gens qui n'ont aucune expérience de vie, qui sont encore en devenir et qui se mettent à vouloir être thérapeutes des autres. Mais vous vous rendez compte? Être thérapeute, les gens qui ont fait des études pour être thérapeute sont des gens qui ont une capacité d'encaisser, qui ont des clés qu'ils ont appris pour encaisser, pour gérer. Maintenant, on a des thérapeutes qui se proclament thérapeutes, qui nous font des ravages, qui nous font basculer des gens dans des dépressions terribles, parce qu'ils n'ont pas les capacités. C'est les marchands du temple, je dis non. On repart à zéro. D'ailleurs, c'était amusant, exactement. Et c'était amusant parce qu'un jour, vous m'aviez partagé également une personne qui était venue, je crois, pour une dédicace, qui était toute mince et qui avait... Mais elle vient me voir, elle me dit, elle était mince comme un petit moineau, fragile comme un petit oiseau perdu, avec une toute petite voix. Elle me dit, je voudrais être magnétiseuse, je voudrais soigner les gens. Je dis, mais vous allez tomber raide. Vous allez tomber en catalepsie dès le premier patient. Elle me regarde, elle me dit pourquoi? Mais j'ai un magnétiseur. Magnétisme, le tellurisme qui passe par le corps, par les mains. C'est des gens robustes, c'est des gens ancrés, souvent des hommes qui sont costauds. Il faut être costaud. Vous avez des énergies qui arrivent, qui sont toutes sortes d'énergies qu'il faut savoir filtrer, nettoyer. Beaucoup de magnétiseurs font des maladies d'ailleurs, parce qu'ils prennent beaucoup de choses négatives. Il y a beaucoup de cancers chez les magnétiseurs, bizarrement, depuis quelques années, parce qu'il y a une incapacité aussi à éliminer. Il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup. Donc il faut être costaud, terrien,
ne pas rentrer dans les philosophies New Age, être dans la terre, dans le cosmotellurique, voilà, être simplement le média, l'intermédiaire. Quand je vois cette jeune femme, elle me dit, moi j'ai un peu de magnétisme dans les mains. J'ai tout le monde a du magnétisme dans les mains, nous sommes tous magnétiques. Nous sommes tous magnétiques. Mais de là à vouloir soigner les autres, je dis déjà, prenez soin de vous. Commencez par vous. Et je vois plein de gens qui ne sont pas en état de soigner et qui se mettent à être thérapeutes, ou des gens complètement névrosés, à la limite de la psychose, et qui me disent, je veux être thérapeute. Mais attendez, vous vous rendez compte ce que vous allez balancer sur les gens comme énergie? Soignez-vous. Pour être thérapeute, il faut être hyper ancré, hyper équilibré, terrien, costaud, pragmatique. En fait, on a le sentiment que des gens sont en quête de repères et de mission aussi de vie. Chacun cherche sa mission de vie. Oui. Alors que c'est vrai qu'une mission de vie, c'est déjà de vivre. C'est vivre, c'est compliqué déjà de vivre, de se lever le matin, gagner sa croûte, faire les courses, élever les enfants, nettoyer la maison, faire tout, c'est déjà un gros truc. Et des gens, il y a deux choses. Il y a à quoi je sers et la quête de reconnaissance. Tout le monde se sent tellement intransparent dans ce monde. Je disais hier pendant la conférence, on est dans des grosses entreprises qui forment des harceleurs pour produire. Le temps s'accélère, on veut que les gens aient encore des objectifs inaccessibles. On sait qu'ils seront inaccessibles. On les dit, allez, vas-y encore, t'as pas atteint ton objectif ce mois-ci. On les rend fous. On les fait tomber en burn-out. Et on forme des gens pour faire tomber d'autres gens. C'est une folie absolue. Donc, moi je dis, il faut, dans cette société où les gens tombent, il faut qu'ils retrouvent leur place. Et aujourd'hui, on est dans une société où les gens se sentent transparents. Quelle est ma place? Je n'existe pas. Il faut donc que je sois ou thérapeute pour être reconnu, ou avoir une reconnaissance avec une mission de vie. Mais la reconnaissance, vous l'avez dans votre attitude. Votre attitude va faire de vous l'homme ou la femme envers laquelle on va avoir énormément de reconnaissance. Soyez sympa, soyez bienveillant, soyez gentil dans votre vie avec les autres, vous allez être aimé. En fait, le besoin d'amour, soyez bien. Aujourd'hui, les gens ont peur, donc se regardent un peu froidement. Ça recommence un peu à frémir les uns envers les autres, ça recommence un peu à frémir, mais les gens ont peur les uns des autres et ont beaucoup de froideur. Et je dis, mais commencez à être sympa. Vous avez envie de reconnaissance? Soyez sympa avec l'autre. Montrez que vous êtes quelqu'un de bien. Montrez-le, n'ayez pas peur, ne le gardez pas que pour vous. Vous allez voir comme ça va venir, la reconnaissance, l'amour des autres, comme vous allez vous sentir bien. Se sentir reconnu, c'est être au milieu d'une société qui vous reconnaît, qui est content de vous retrouver, d'avoir des amis qui sont heureux de vous retrouver, qui sont avec vous. Et il n'y a pas besoin d'avoir des grandes missions, de devenir gourou, thérapeute, etc. On en a trop des gourous de pacotille. Les gourous d'opérette, on en a plein les réseaux sociaux. La mission première, c'est vraiment de s'occuper de soi d'abord, en fait. S'occuper de soi pour mieux s'occuper des autres. Pas s'occuper de soi pour se replier, mais s'occuper de soi pour être équilibré. Retrouver un équilibre pour être bien avec les autres. Voilà, ça c'est la première mission. Et d'ailleurs, vous parliez aussi, lors de cette conférence, de l'amour de soi, qui est souvent aussi confondu. Oui, maintenant on me dit, ah oui, moi j'ai appris à bien m'aimer, j'ai retrouvé l'estime de moi, maintenant je me fous de tout le monde, d'abord moi et puis les autres. Mais non, t'as rien compris, rien compris au programme. Mais non, c'est pas du tout ça. L'amour de soi, c'est s'aimer bien pour mieux aimer les autres. C'est pas de l'égoïsme, l'amour de soi. Les gens confondent amour de soi et égoïsme. Donc ils vivent entre eux, vous passez, on vous regarde comme un chien galeux. Qui c'est ça bon. Tout le monde s'enferme, tout le monde se replie. Nous d'abord, les autres on s'en fout. L'amour de soi, mais non. Vous avez cultivé l'égoïsme, l'individualisme, le repli. C'est absolument détestable. Je le dis, beaucoup de gens ont des vies détestables. Ils ne montrent pas le meilleur aspect d'eux-mêmes, alors qu'un sourire, un geste, un regard, ça change tellement la vie même d'un quartier. Quand vous sortez les poubelles, quand vous croisez des gens, vous les regardez à peine. Parce que vous avez hâte de rentrer chez vous et que vous ne voulez voir personne, dire bonjour aux voisins, faire un petit signe, porter une salade quand on va au jardin, des choses toutes bêtes, ça change la vie. Voilà. C'est intéressant de voir en vous écoutant que cette crise du Covid là, que nous traversons de manière collective nous pousserait presque à dépasser justement ça. C'est comme si c'était un outil
de prise de conscience, de justement aller vers l'autre, oui. puisque le piège, c'est d'aller carrément de s'enfermer, de rester totalement centré sur soi par la peur d'attraper les maladies. L'autre peut être justement porteur de maladies, etc. Mais c'est comme si c'était un exercice justement pour le transformer et aller transcender tout ça et aller vers l'autre. Oui, parce que de toute façon, très très vite, chacun va se rendre compte que c'est pas du tout une solution. Là, ça va parce que c'est que depuis quelques mois. Tout le monde va se rendre compte que c'est pas une solution de se replier et que vivre entre soi dans sa maison qu'on refait, qu'on redécore en permanence depuis 1 an parce qu'on n'a plus que ça à faire, c'est pas non plus une façon de vivre. On va se rendre compte, hein, ça va très vite trouver ses limites et on a besoin des autres sur cette terre. On a besoin des autres. Donc il faut trouver toujours le moyen de s'élever pour pouvoir communiquer avec les autres. Le moyen de s'élever pour être bien avec les autres. Ah, c'est sûr, quelquefois on est dans sa tanière, on n'a pas envie de sortir. On se dit, oh non, je suis bien là, on devient feignant, on devient paresseux du contact humain, j'entends. Pas tout le monde, hein, mais souvent, c'est ça. Eh bien, il faut se forcer, il faut se dépasser, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut se dépasser pour dire, moi aussi je peux être là, je peux être cette personne qui va être appréciée. Vous voulez la reconnaissance, ne prenez pas le pouvoir. La reconnaissance, c'est par l'amour qu'on l'a. C'est pas par le pouvoir. Les gens qui prennent quel que soit le petit pouvoir que ce soit sont détestés très vite. Parce que généralement, les gens à qui on octroie du pouvoir ne savent pas l'utiliser et en font du n'importe quoi. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont un petit pouvoir avec des responsabilités dans la société ne savent pas l'utiliser. Et donc sont détestés. On confond pouvoir avec manipulation. Non, on veut être aimé. Qu'est-ce que veut un peuple? Il veut être aimé. Il veut quoi d'un président? Qu'il les aime. S'il ne se sent pas aimé, il se sent abandonné, il devient méchant, il est en colère. C'est comme ça, les gens veulent être aimés. Chacun veut être aimé. Et chacun mérite de l'être. Mais pour être aimé, il faut être capable de montrer qu'on aime les autres. Vous attirez les gens en leur montrant que vous êtes vous aussi quelqu'un de bien. Ne restez pas bougon dans votre coin en faisant la gueule et en disant « Voyez, comme ils sont les gens, regardez, ils ne me regardent même pas. » Non, ils ne vous regardent pas, mais vous avez vu la tête que vous faites. Vous avez vu le sourire que vous avez sur les lèvres. Si vous voulez que les gens vous regardent et soient sympas, soyez sympa vous aussi. Il faut être l'exemple soi-même. Il faut que l'on soit ce que l'on veut que le voir autour. Absolument, c'est ce que je dis tout le temps. Je dis « Soyons ce qu'on voudrait voir les autres être. » Voilà, c'est exactement ça. Alors pour conclure, vous avez parlé aussi dans votre livre Mes rendez-vous avec Walter Hofer que c'était un ange gardien. Et oui. Que sont les anges gardiens justement? Parce que ça c'est vraiment aussi une question. Parce que c'est vrai qu'on a aussi tendance à se dire moi je suis protégée, j'ai mes anges gardiens, donc je ne fais rien, je me laisse porter. Oui, alors ça aussi c'est une mésinterprétation c'est ça. Le New Age nous a apporté ça aussi, hein. Porter des espèces de théories complètement débilos. C'est-à-dire que l'ange gardien, c'est quoi? C'est un esprit qui est censé être proche de nous, c'est pas un guide. Les guides jalonnent notre vie, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à ce que nous franchissions un parcours que nous avons prédéterminé et que nous suivions bien ce parcours. Ils vont être un petit peu les garants de notre circulation sur ce chemin. L'ange gardien, lui, il est là pour éviter les obstacles, faire en sorte que nous évitions les obstacles sur le parcours, que nous voyions et prenions conscience des dangers ou des écueils devant lesquels il ne faut pas se présenter. Et il va être un peu notre garde du corps. L'ange gardien, c'est le garde du corps. Ce ne sont pas des esprits super évolués, les anges gardiens, ce sont des esprits de lumière. Mais dans la Bible, on parle des légions, etc. D'ailleurs, la Bible, l'Église catholique a abandonné les anges gardiens au XIXe siècle. On a trouvé qu'ils étaient devenus un peu... On ne savait pas trop quoi en faire, donc on les a abandonnés. Mais dans la Bible, ils sont là. Alors, ils sont les légions d'anges gardiens, ils sont répertoriés, etc. L'ange gardien, c'est quelqu'un qui peut être quelqu'un de votre famille, qui, après la mort, demande à être votre ange gardien, votre gardien, pour rester près de vous. Donc ça peut être quelqu'un qu'on a aimé, mais pas que. Et souvent, les gens me disent qui est mon ange gardien? Alors moi, je ne peux pas toujours le voir, je ne sais pas. Mais souvent, quand on a un défunt qui nous dit « Je suis l'ange gardien de ma petite fille », et la personne me dit « Oh ben oui, mais lui, je ne l'aimais pas trop. Je ne pourrais pas avoir l'autre grand-père, hein. » Et non, c'est lui, votre ange gardien, parce que justement, il a beaucoup de choses à faire pour se rattraper. Et il veut montrer qu'il vous aimait et que maintenant il est votre gardien.
Ouais, mais lui, pas top, quoi. Moi, j'ai pas trop connu. Voilà, c'est du genre, j'aurais pas autre chose dans la collection. C'est un peu ce qui vous est arrivé avec Walter Hofer. Hein. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On est tous pareils. Hein. On est formatés. Et donc, l'ange gardien, c'est quelqu'un qui décide qu'il va être votre gardien. Que vous l'ayez aimé ou pas, ça n'a rien à voir. Ça peut être quelqu'un de vos ancêtres, ça peut être quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas du tout et qui disent, moi, je vais être le gardien de Céline. Mais durant un certain temps, puisque ils évoluent et nous aussi. À chaque changement de notre palier à nous, Ils passent d'une conscience à une autre. exactement, et nous, à chaque fois qu'on change, nous, de degré, ils changent de degré et ils partent. Par exemple, vous vous élevez légèrement, votre ange gardien va partir vers un autre palier et vous allez avoir un autre ange gardien qui est légèrement supérieur au niveau degré de conscience. C'est formidable parce que ça veut dire que notre attitude, notre évolution participe également à faire évoluer les esprits de l'autre côté. Absolument, absolument. Nous évoluons, ils évoluent. Quand eux veulent nous faire évoluer et suivre le chemin parce qu'ils savent qu'ils ont un degré à récupérer, donc ils vont tout faire pour être... Et ils ne sont pas tous égaux devant l'efficacité. Il y a des pas trop bons des fois. Parfois, il y en a qui sont un peu moyens. Et d'autres qui sont très très bons. Parce que ce sont des CDD en fait. Des défunts en CDD. Il y a rarement des anges gardiens qui ne sont pas des défunts. Rarement. C'est souvent des défunts qui viennent pour essayer d'accéder à d'autres degrés de lumière. Et une fois qu'ils ont réussi à nous faire mener une vie telle que nous l'avions projetée, ils passent et nous font passer à autre chose. Et vous devez le sentir parce qu'il y a des périodes où on dit « je ne suis pas connecté, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien autour de moi ». Je ne sais pas si ça vous arrive, on dit « j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, j'ai l'impression que je ne sens plus rien ». Et c'est souvent les périodes de flottement, de changement. Ça veut dire qu'on accède à autre chose et que quelqu'un d'autre va arriver. On le ressent physiquement pratiquement. Et à quel moment les âmes viennent se réincarner? Donc, est-ce que c'est ce degré d'évolution ou est-ce que... Non, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. L'âme est réincarnée tout le temps. Là, on parle des anges gardiens qui sont dans des dimensions où, en étant gardiens, ils sont matérialisés. Nous, on ne les capte pas avec nos yeux, mais ils sont matérialisés néanmoins. Ils ne sont pas invisibles, ils sont matérialisés. Ce n'est pas la même matérialité que la nôtre, mais ils ont une matérialité. Et puis, on pense que les gens partent, se réincarnent. Attention, ils s'incarnent sur plein de dimensions. On n'est pas forcé de revenir ici. Là, on parle d'ici parce qu'on ne connaît que ça. Il y a des matières partout. Il y a des matières partout. Non, il y a des matières partout. Ouais. On connaît que celle-là, elle est lourde, elle est dense, l'atome est cossu, voilà, on est dans un truc costaud. C'est pour ça que c'est difficile, parce que c'est lourd, on est dans la lourdeur, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais il y a des tas de dimensions parallèles où ils sont matérialisés, on se matérialise. Pas forcément ici, mais on va ailleurs se matérialiser. Et puis on vient quelquefois ici, mais pas forcément. C'est pas forcé. Je dis, il n'y a pas d'automatisme dans le fait de revenir sur Terre. Il n'y a pas d'automatisme. On peut évoluer ailleurs, dans un autre coin, mais pas ici. Les gens sont focalisés sur cette Terre en disant, on va revenir ici. Oui, peut-être, mais peut-être pas. On est venu, oui, sans doute, mais qu'importe, sans doute pas. Mais il ne faut pas se focaliser sur les vies antérieures, l'antériorité, le je vais revenir ici, etc. Ça n'a aucune importance. On évolue de toute manière ailleurs aussi. On parle moins de l'ailleurs parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît qu'ici, mais on évolue ailleurs. Et donc, on meurt, et puis très vite, on a une période de transition, et très vite, on va continuer une évolution sur une matérialité différente, dans une société différente. Il y a des sociétés comme la nôtre, c'est ce qu'on m'explique, où on travaille, où on vit, où on mange. Ce sont les mêmes sociétés, ailleurs, sur d'autres plans. Et très vite, on va oublier qu'on est venu ici. Très vite. L'amnésie d'ici... C'est très bizarre, parce que l'amnésie, quand on est dans une autre vie, arrive très vite. On ne sait même pas qu'on est venu ici. Un jour, en discutant avec un défunt, ça je me souviendrai toujours, je lui dis « Est-ce que vous nous entendez? Votre épouse veut vous demander si vous allez bien. » Et il me répond « Alors là, je ne comprends pas. Qui parle ?» Alors je lui dis « Je suis avec votre épouse. » Et il dit « Je ne crois pas en l'au-delà. » Nous étions l'au-delà. Il ne croyait pas ce qu'il entendait. Il ne se souvenait pas. En revanche, son âme était toujours liée à celle de son épouse. L'amour était toujours là. Mais le subconscient de l'homme qui était réincarné ailleurs, sur une autre dimension, ne se souvenait pas.
Donc nous sommes amnésiques de notre vie précédente, mais toujours reliés à ce que l'on aime. Et attention, nous sommes reliés non seulement à ceux qu'on a connus ici, mais nous sommes reliés à des gens que nous avons aimés avant, et qui ne sont pas venus sur cette terre, et qui nous attendent de l'autre côté, et que nous avons connus avant, et que nous aimons et qui nous aiment aussi. Donc nous sommes aimés et nous aimons beaucoup plus que ceux que nous aimons et desquels nous sommes aimés. C'est beaucoup plus vaste. Cette énergie d'amour est vraiment, c'est extraordinaire. l'énergie Il y a universelle, que ça. et c'est que ça. Patricia, merci beaucoup. Merci, Quel Céline. témoignage extraordinaire que nous avons partagé là sur ce podcast, parce que ça va permettre d'éclairer beaucoup de choses, d'enlever aussi beaucoup d'idées, de fausses idées également. Et c'est vrai qu'il me tenait à cœur de vous proposer cette émission pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, on va dire. Merci beaucoup. Merci. Et donc je rappelle que vos livres sont édités aux éditions Michel Lafon, et donc on mettra bien sûr le lien et différents livres, votre bibliographie dans les textes du podcast. Merci infiniment, merci, Patricia. Céline. Au Merci revoir. à bientôt. Merci. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes: conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.